Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans les chansons de ma vie sur Radio J, nous avons le plaisir de recevoir un artiste aux multiples talents. Il est pianiste émérite, compositeur, animateur de télé et de radio, producteur de disques et de festivals, et surtout, amateur au sens premier du terme, au sens le plus noble, amateur de musique. Amateur, celui qui aime. C'est André Manoukian que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de Radio J. Bonjour André, comment allez-vous ? Bonjour Frédéric, je vais très bien. Et Bon. je suis réjoui d'être avec vous. J'ai l'impression que vous la connaissez aussi, vous, la chanson. Oh, je pense qu'on a 2-3 trucs à se dire. Alors, cette période où l'on ressent poindre l'espoir de pouvoir aller rejouer, vous la vivez comment ? Comme une libération ? Alors, je la vis... ça m'a fait poser une question philosophique. C'est-à-dire que j'ai pesté pendant 8 mois en disant « Oh là là, c'est dur, il n'y a pas de concert. Quand est-ce qu'on va rejouer ? Quand est-ce qu'on va rejouer ? Est-ce qu'on va rejouer un jour ?» Et là, maintenant que mon agent m'a appelé, il m'a dit t'as regardé ton agenda ? T'as un planning, vous avez un planning de folie. Et là, j'ai vu qu'il m'en a foutu de partout. J'ai fait, oh merde, ça recommence, c'est pas possible, mais comment je vais vivre ? Enfin, voilà. Et là, je me suis dit, c'est marrant, l'homme se plaint tout le temps. Vous êtes en train de dire qu'on n'est jamais content ? Mais non, on n'est jamais content. Alors, évidemment, du coup, voilà. Vous savez, c'est comme quand vous êtes malade et puis que tout d'un coup, vous avez un problème, vous êtes à l'hôpital et vous dites, mais finalement, la santé, c'est un don merveilleux. Quand on l'a, on s'en rend même pas compte. Quand je vais sortir de cet hosto, on refait toutes les conneries du monde tout le temps et 5 minutes après, on a refait oublié. toutes les bêtises qu'on a. Voilà. Mais là, je sens chez vous poindre le début d'un discours philosophique. Je sens quand même quelque chose, la place de l'homme. Enfin, on vous sent quand même très. Il y a quand même du sens dans ce que vous dites là. L'insatisfaction chronique de l'homme. Bah oui, parce que voilà, je m'observe moi avec comme j'observe ce qui nous entoure. On vit dans une période, franchement, elle est pas très 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 gaie ni très joyeuse. On subit des grands bouleversements sociétaux. C'est un peu flippant. Il y a qu'une seule chose qui me rassure là-dedans, finalement, c'est l'état de la musique. Parce que on n'a jamais vécu une période de créativité aussi incroyable. Où la musique est aussi présente partout. Et moi j'ai une petite thèse, c'est que la musique préfigure l'état des sociétés à venir en fait. Et si on lit l'avenir de nos sociétés dans la musique qui est en train de se jouer en ce moment, elle est plurielle, elle est formidable, elle est super créa. Elle est métissée. Voilà, c'est ça. Il y a pas chez les mômes ce truc qui nous prend. Protectionnisme. Ouais, ce retour sur les communautarismes. Il y a plus alors si, il y a ce truc tribal dans la musique, on dit ma tribu musicale, oui, mais en quand même temps qui est super ouvert. Dès que vous entendez un son qui vient d'ailleurs, les mômes, ils l'incorporent sans se demander d'où il vient et du coup, ils trouvent ça génial. Et la dématérialisation de la musique, ça vous effraie pas ? Le fait qu'aujourd'hui, on puisse prendre n'importe quoi, n'importe qui. Vous êtes un compositeur, vous êtes un créateur. En termes de droits d'auteur, ça vous fait pas un peu flipper quand même ? Le métier a complètement muté. D'ailleurs, moi, je travaille sur le sujet. J'ai une start-up depuis 4 ans maintenant qui s'appelle MatchTune et où justement, on essaye d'imaginer des nouveaux revenus pour les musiques, notamment sur l'image. On essaye d'imaginer Internet comme un endroit finalement où, évidemment, les droits d'auteur sont quasiment inexistants. Les mômes sont nés avec la musique gratuite. Quand je dis voilà, c'est ça. Mais il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des combats qui sont menés, il y a un besoin, on est peut-être à la fin d'un Far West, et y compris les acteurs d'Internet se disent ça serait bien quand on utilise des musiques qu'elles soient clearées, c'est-à-dire qu'on soit légal avec ça. Donc on est une juste rémunération, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, comme on a une opportunité d'avoir le monde entier sur Internet, il y a une manière de se rattraper quelque part. Mais c'est pas encore là, mais on n'y est pas encore. J'espère qu'on y va. Alors André, votre actualité, c'est un nouveau CD. Oui, il y a encore des CD qui se vendent. Les pianos de Gainsbourg. Pourquoi, à l'occasion des 30 ans de sa disparition, avoir voulu rendre cet élégant hommage à Gainsbourg ? Parce qu'on me l'a demandé, c'est un disque de commande, et parfois les disques de commande, c'est génial. On m'a dit, voilà, et sur ceux qui me l'ont demandé, c'est le label Blue Note, c'est Nicolas Pflug. C'est quand même pas rien. Du coup, et ils m'ont surtout, le cahier des charges, c'était, on veut Gainsbourg, sa première période en jazz. D'accord. Et genre... piano-bar, avec très peu d'instruments. Un truc qui s'était rarement fait. Il y avait eu quelques tentatives.
de disques hommage à Gainsbourg. Il y a eu quelques, mais c'était plutôt dans une version plutôt classique, symphonique. Voilà, c'est ça. Mais cette version un peu minimaliste et qui faisait un... Et jazz, non? Voilà, jazz, non. Il y a une très belle reprise de Stacy Kent sur Oui. Ces petits riens, qui est magnifique. Mais voilà, donc du coup, je me suis dit, bon, ben, allons-y, ça va pas être trop compliqué, on va pas se prendre la tête et on va essayer de le jouer comme chaque chanson, comme si c'était des standards. J'ai essayé d'abord chez moi avec mon piano pour voir comment on pouvait se parler. Et puis voilà, j'ai sélectionné très vite plein de morceaux qui baignaient. Puis après, ils m'ont dit, ça serait bien qu'on ait eu une ou deux invités. Alors bon, ben, j'ai appelé Mélodie Gardot, Isabelle Adjani. Il n'y a pas de mecs sur le... Non. Ils se sont défilés, les garçons, quoi. Ouais. Et j'ai compris pourquoi après, finalement, parce que se mettre derrière la voix de Gainsbourg, c'est comment on fait, quoi. Vous l'avez rencontré, le grand Serge? Ouais. J'ai passé une semaine avec lui, qu'est-ce que j'ai rigolé. C'était un truc un peu improbable. C'était Philippe Manœuvre, en 91, je crois, qui avait organisé un festival... De rock? De film rock. À la montagne. À la montagne. Film rock à la montagne. Vous voyez Gainsbourg avec des skis en répéto dans la neige? Ben moi, je l'ai vu. Et à vous lire, j'ai lu quelques parutions sur cette rencontre. En fait, vous dites que c'était un garçon extrêmement élégant, extrêmement délicat, enfin, totalement à l'inverse de cette image qu'il a voulu donner à la fin de sa vie. Mais d'une timidité et d'une sensibilité incroyable, quoi. Dès qu'il faisait plus le cinéma, il était là... presque, enfin, d'une humilité. Et puis bon, alors après, il racontait des blagues juives les pires, les plus trash. Et les moins racontables. C'est ça. Je peux même pas vous en dire une. Mais voilà. Et puis, alors, il avait les potes autour de lui. C'était Manœuvre, c'était les gars des Enfants du Rock et tout. C'était un petit peu tout ça. Mais surtout, c'était quelqu'un de très, je dirais, très sensible, très discret. Par contre, dès qu'il y avait une caméra, là, il sortait la gitane et il allumait le personnage. Ouais, le personnage. Le Gainsbourg qui revenait. Et quand on s'attaque à un tel monument, c'est quoi les écueils? Aucun. Vous êtes pas posé la question comme ça? Mais non, le truc, c'est tu le joues piano-bar. Tu le joues... donc, l'écueil, c'est vous jouez des mélodies au piano, donc pas évident. Bah, la plus difficile, c'est pas celle-là que j'ai commencé, le Poinçonneur des Lilas. Je vais faire tout chelou. Et puis, bah, j'ai trouvé une manière de le faire, de me le manger. Et pour moi, c'est ça la musique. C'est-à-dire que vous prenez un thème et vous jouez avec. Mais dans jouer, il y a le jeu. Le jeu enfantin, le jeu qui nous a tous fait vibrer quand on était tout petit. Bah voilà, on s'amuse avec, on prend, tiens, qu'est-ce que je vais en faire, moi? Vous savez, quand Mozart, il avait une mélodie qu'il aimait bien, il l'envoyait à son copain Haydn. Alors, il l'envoyait en partition parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y a pas d'MP3 à l'époque, je pense pas. Voilà. Et l'autre, il disait, tiens, regarde, c'est pas mal ton truc, regarde ce que j'en ai fait. Et l'autre, il le recevait, il disait, ah, tiens, regarde ce que j'ai fait, de ce que t'as fait, de ce que j'ai fait. Ça circule. La musique, elle circule. Une musique reste vivante tant qu'elle incorpore des nouveaux éléments. C'est un partage, forcément, pour vous? Un partage? La musique. C'est plus qu'un partage, c'est une relation où celui qui joue et celui qui écoute sont dans un même process. Mais c'est un partage aussi entre créateurs. Oui, ça doit circuler. C'est-à-dire que je dirais, la musique, c'est le seul truc où on se pique des trucs et c'est-à-dire, au lieu d'être jaloux de ce que l'autre a, tout de suite... On se pique ou on s'inspire? C'est la même chose, je m'en fous. Je dis on se pique, mais il faut pour dire, voilà, putain, ça m'a inspiré, quoi. Là, alors, tout d'un coup, quelqu'un vous emmène... Vous écoutez un truc. Moi, je me rappelle quand j'étais à Boston, dans mon école de jazz, le soir, on allait dans les bars du coin. Il y avait des musiciens formidables à chaque fois. Mais je pouvais jamais rester jusqu'au bout parce que tout d'un coup, je disais, putain, mais vite, il me faut un piano pour essayer ce qu'il a fait et tout, quoi. C'est vraiment un truc vivant. C'est un dialogue. C'est de l'émulation tout le temps aussi. C'est de la conversation, c'est de la dialectique, en fait. C'est qu'on construit quelque chose en se frottant à l'autre. André, on va écouter un extrait, le premier extrait. Adjani, on aurait pu s'attendre à retrouver Pulmarine, que Gainsbourg lui avait. Ils avaient co-signé le texte, je crois, et la musique était de Gainsbourg. On aurait pu attendre. Ouais, pourquoi Sous le soleil exactement? Et je crois savoir que cette chanson s'est enregistrée très très vite. Mais ouais, c'est elle qui l'a choisie. Elle m'a dit, moi, quand je lui ai proposé et que je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, moi, je veux chanter Sous le soleil exactement.
Je dis, mais quelle idée géniale, quoi. Parce que, je sais pas, c'était Anna Karina, c'était une actrice aussi, c'était... Une espèce de correspondance baudelairienne, absolument. Mais ouais. Et puis, après, j'ai compris le goût de Gainsbourg pour ses voix. Parce que dès qu'elle a commencé à chanter, mais tout d'un coup, il y a une émotion qui s'est installée. Des interprètes, en fait, des vrais interprètes. Mais c'est de l'émotion en fusion, quoi. J'avais les poils, il y avait... Et une seule prise. Mais oui, enfin, on a fait 3 prises, histoire de dire, il en faut 2-3, quoi. Sous le soleil, exactement, un extrait du superbe album d'André Manoukian, Les pianos de Gainsbourg. André, vous connaissez le principe de l'émission. Durant cette petite heure que nous allons passer ensemble, c'est vous le patron. Vous nous avez envoyé 5 titres. 5 titres qui ont jalonné votre vie, la BO de votre vie. Et ça n'a pas été difficile d'en prendre que 5. Si, mais à chaque fois, j'en prends... Vous en prenez 5 autres. Exactement, j'essaye de me... Vous voyez, de me mettre... Et vous êtes en train de me dire que ce n'est pas un concept original, qu'il n'y a pas que nous au monde qui faisons ça. Mon cœur saigne, André. Par contre, je vais vous donner un scoop. Il y en a une, c'est la première fois que je la mets. Et c'est la vérité. C'est la première, c'est la toute première, c'est la pastorale. Ah non, la pastorale, voilà. Ça, elle a beaucoup servi déjà. Oui, parce que voilà, c'est mon père. Mon père écoutait Beethoven, papa écoutait Beethoven, maman écoutait Sheila, et moi je me le mettais un peu en boucle, celui-là, ouais. Et la pastorale, bien sûr, vous savez pourquoi il l'avait baptisée comme ça? La pastorale, car saveur de la vie, car souvenir de la vie champêtre, plutôt expression de la sensibilité que peinture. Il voulait faire un truc absolument bucolique. Il a écrit au même moment la 5e, qui était quand même assez rentre-dedans, et celle-là. C'est toute la palette de créativité du monsieur. Moi, ce que j'adore dans la pastorale, c'est qu'on entend le temps qui change, on entend les saisons qui passent, quoi. C'est pas Vivaldi, les 4 saisons, mais c'est... Il y a de ça, quoi. Et puis surtout, il y avait une scène d'un film qui était génial, qui s'appelait Soleil Vert, avec Charlton Heston, qui était un film de science-fiction, et Edward G. Robinson, qui jouait un vieux monsieur qui avait connu le monde d'avant. On est dans un monde où les lumières sont... l'atmosphère est orange, les gens bouffent des pilules, ils savent pas ce que c'est, mais il n'y a plus de nourriture sur Terre et tout ça. Edward G. Robinson, il dit à un moment donné, j'en ai marre, quand les gens en ont marre, ils vont aller mourir dans des endroits. Et là, Charlton Heston veut tout faire pour le sauver, et tout d'un coup, il arrive dans l'endroit où il va mourir, et tout d'un coup, il voit projeter sur le mur des trucs qu'il a jamais vus. Des biches, il voit la nature, il voit un paysage sublime. Et là, c'est la première fois qu'on a d'autres couleurs que le vert et l'orange brumeux. Et on chiale tous. C'est une ode à la nature comme il en existe peu, la pastorale pour moi. Alors, cette pastorale, ce piano auquel vous vous mettez à l'âge de 6 ans à Lyon, c'est votre appétence pour cet instrument ou c'est le choix de votre papa? Non, c'est qu'il y avait un piano à la maison et que mon père rentrait du magasin, il était tailleur pour dames, il faisait du sur-mesure. Oui. Et gros demi-gros, non. Non, parce que j'ai dit tailleur pour dame parce qu'il avait toujours le centimètre autour du cou. Autour du cou. Et tel un médecin qui a son stéthoscope. Non, moi, c'était après les bandes magnétiques, quand je faisais des montages. D'accord. Je me les mettais autour du cou. Et tout d'un coup, je disais, tiens, c'est le même geste que mon père. Et après, j'ai fait tailleur pour dame aussi, puisque je faisais du sur-mesure aussi, mais en chanson, bien sûr. Et donc, il y avait un piano, il jouait Jean-Sébastien Bach, il jouait les inventions. Ouais. Et à quel moment vous vous êtes dit la musique ça va être ma vie? Il y a eu un déclic, une chanson à la radio, une émission de télévision, une rencontre sur scène? Fac de médecine. donc ça vous dit ça jamais en fait. Je suis dans le cours du professeur Nedart, c'était génial, ce gars il était formidable. Quand il rentrait tout d'un coup le chahut s'arrêtait. En première année c'était le chahut systématique, des redoublants pour faire chier les nouveaux et tout. Et puis pour qu'ils se plantent au concours. Voilà, lui quand il est arrivé, tout le monde l'applaudissait, tout le monde s'asseyait, il avait un nœud-pape. Et puis sur le rétroprojecteur à la main, il dessinait, il faisait une coupe. Ce jour-là, c'était la coupe d'un pied. D'abord, il met l'os, ensuite il met les fibres, ensuite les muscles, petit à petit. Et c'était vraiment Michel-Ange. Et tout d'un coup, je voyais le pied de l'homme en train de naître. Et pendant que ce pied était en train de naître, moi, je me disais, bon, ça, c'est pas pour moi. J'ai fait ça pour faire plaisir à mon père, mais vraiment... C'était quoi? C'était avocat ou médecin? Et chez vous aussi? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Il y a mon fils, l'avocat, qui se noie. Voilà, c'est ça. Donc, non, parce qu'on a quand même quelques proximités entre
la culture arménienne et la névrose arménienne et la névrose feuge ont quelques points communs quand même. Moi, c'était le regret de mon père parce qu'il n'avait pas pu faire d'études alors que lui était doué pour les études. Et à 12 ans, il a été obligé de tirer l'aiguille pour faire vivre sa famille. Et du coup, voilà, il a transposé son rêve sur moi. Il m'avait dit, tu sais, à Place Bellecour, j'ai repéré l'endroit où tu vas avoir ton cabinet. Et là, c'est lourd à porter ça. La seule fois qu'il m'a parlé de mon futur, quand j'étais môme, j'étais ado, à 16 ans, il m'a dit, tu es habile de tes doigts, tu seras chirurgien. Putain, je l'ai regardé. C'est chaud, ça. Ouais. Et puis bon, là, j'ai dit, allez, les masques sont tombés, comme disait le professeur Raoult. Et donc, je suis dans le cours du docteur Nedart. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai rentré chez moi, j'ai dit à mes parents que j'abandonne la médecine, mais surtout pour faire quoi? Et puis tout d'un coup, j'ai réfléchi et là, j'ai fait, putain, mais qu'est-ce que c'est que t'as en toi où tu pourrais vraiment bosser, quoi? Et tout d'un coup, j'ai fait, mais putain, mais t'as la musique. Allez. Je suis rentré et c'est parti. J'en faisais depuis que j'avais 6 ans, quoi, mais tout d'un coup, j'ai ressorti tous mes cahiers. Le piano s'est mis à fumer et j'étais comme un fou. Et le soir, j'ai dit, j'ai une super nouvelle. Je sais ce que je vais faire. Je vais pas faire médecin, je vais faire musicien. Oh là là là. Ça a dû être chaud. Ça a duré 1 heure. D'accord. Vous voyez les malédictions grecques, là Ouais, mais 1 heure, ça va. Ouais. 1 heure, ça va. C'est rien. Mais elle est longue, celle-là. Et là, à la fin, ça termine par cette phrase. Tu as choisi un métier de saltimbanque, tu finiras en jouant pour un sandwich. Et c'est cette phrase-là, c'est celle qui m'a constitué. Moi, c'est mon Parthénon. C'est mon connais-toi toi-même. Finalement, c'est ça ça m'a électrisé. Je me suis construit en contre cette phrase, oui, avec une pression, pour le coup, où j'ai jamais arrêté, en fait, depuis. Mais en fait, cette phrase, c'est le plus beau cadeau qu'ils aient pu vous faire, en fait. Peut-être. C'est ça, on peut dire ça, ouais. André, vous n'avez jamais fait mystère de vos origines. Votre arménité, vous la vivez comment au quotidien? Je l'ai vécu par 2 choses, 2-3 petits traits psychologiques, comme l'empathie, on va dire, oui, qui sont un peu chiants. Même plus que l'empathie, la PNL. La PNL, je dis que c'est ma grand-mère qui l'a inventée, parce que pendant sa déportation en 1915, oui, elle a marché à pied des bords de la mer Noire jusqu'à Derzor, cet endroit que maintenant, cette destination touristique que le monde, oui, entier connaît, grâce à nos amis, voilà. Et c'était une randonnée un peu longue. Et je me suis dit, c'est pour ça qu'on aime la randonnée dans la famille, finalement. La marche à pied, ma grand-mère était une championne de rando. Et elle m'expliquait que le commandant turc du convoi, alors le génocide arménien, c'était un génocide un peu artisanal. Hein, oui, à la main, voilà, mon cousin. C'est ça, exactement. Oui. Et alors quand ils passaient dans les villages, là, ils se faisaient, voilà, puisqu'on leur a dit, ce fameux 24 avril 1915, bon, c'est la guerre, rassemblez-vous devant les églises, on va vous évacuer. Et ils y sont allés. C'est ça qui est fou, quoi. Tout le monde y va dans ces cas-là. Bref, ils y sont allés, mais comme ils ont pris tout ce qu'ils avaient sur eux. À l'époque, il n'y avait pas de banque, donc ils avaient tous un petit peu, ceux qui avaient un peu d'argent et tout. Donc dès qu'ils passaient dans un village, c'était la curée, quoi. Je pense que c'est pour ça que les Turcs ne le reconnaîtront jamais, parce que ils s'y sont tous mis, quoi, mais vraiment tous. Bien évidemment, ils sont tous mouillés. Il y a eu des justes, évidemment qu'il y a eu des justes, et aujourd'hui, il y a plein d'Arméniens qui sont en train de bosser là-dessus aussi. Moi, je le sais, dans ma famille, concernant ma grand-mère, justement, les voisins turcs sont venus voir ses parents, disant, mais n'y allez pas. Dites que vous vous êtes convertis, même si c'est pas vrai. Moi, je témoignerai, mais n'y allez pas. Mon grand-père a dit, mais il n'y a aucune raison que je dise qu'on se convertit. C'est ça, il y avait une forme de fierté à assumer ce qu'on était. Voilà, et puis surtout, on ne pouvait pas, je pense que l'imagination la plus fertile ne pouvait pas imaginer ça. Non, mais ce qui rend fou quand même, c'est que, surtout en ce moment, c'est qu'on se dit, bon, alors voilà, le génocide arménien, 1915... la Shoah 39-45. Et l'histoire bégayée. Mais là, le Rwanda, quoi. Et on y était. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou, quoi. C'est fin des années, on est dans les années 90. Tout ça, et ça s'est passé sous nos yeux. À croire que les gens n'ouvrent pas un livre d'histoire, quoi. Mais c'est même plus des livres d'histoire qu'il faut ouvrir, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait plus. Moi, je m'en souviens. Et évidemment, on s'en souvient tous. Puis on n'était pas si... Ah ouais, il y a des massacres, il y a des trucs, ouais, c'est interethnique, on n'y comprend rien. Mais c'est pareil. La guerre du Karabakh qui vient de se passer. Moi, mes potes, ils me disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On comprend rien. On sait pas. C'est la même mécanique. Donc, c'est la même mécanique, mais surtout, il faut expliquer. C'est bizarre, ce truc de savoir ce qui se passe
Alors avant, on savait pas. Maintenant, on sait. Mais ça se passe quand même. Le devoir de mémoire au quotidien, vous l'exercez comment, justement? En alertant, en parlant? J'ai presque des réserves par rapport au devoir de mémoire. Pendant la guerre de Yougoslavie, je lisais un philosophe serbe. Et puis non, il y a un autre truc qui m'a... c'est un... c'est quoi? C'est on fête le millénaire de la première croisade. Oui. Il y a un journaliste du Monde qui fait le parcours. Il part de Cologne, il fait Chartres, Paris, Venise, etc. Il fait le chemin. Et il raconte ce qu'il voit. Il raconte cette première croisade, comment elle s'est passée. Oui. Et chaque fois qu'il fait une étape dans une ville, il raconte ce qu'il voit aujourd'hui. Et à un moment donné, il arrive à Mostar, en Yougoslavie, ex-Yougoslavie. Oui. Et il dit, il y a 1000 ans, la ville était en feu, et partagée entre 3 quartiers. Les Byzantins, les Turcs et les Vénitiens. 1000 ans plus tard, il arrive, la même baston, Mostar à feu. Les Byzantins ont donné les Serbes, les Turcs ont donné les Bosniaques et les Vénitiens ont donné les Croates. Le truc, 1000 ans, même quartier, même centimètre, alors que c'est étonnant. Après il y a eu de la troublant. paix. Mais voilà, moi je dis, les gars, il y a des coins qui sont maudits, il faut se casser quoi. C'est comme des zones telluriques quoi. C'est fatal à la frontière, les plaques, ça provoque des volcans, ça provoque. Mais je crois que c'est géographique. Il y a des choses dans la terre. Il y a eu des tentatives ces dernières années de grandes soirées avec des passerelles entre les communautés juives et arméniennes. Vous vous êtes associé à... Il y avait je me rappelle notamment une soirée qui s'appelait Toi mon frère, où vous étiez là, où il y avait cette espèce... Moi j'avais présenté la soirée en disant bonsoir, bienvenue dans cette soirée de pogrom commun. Je n'ai pas fait un tabac tout de suite. Mais ces espèces de correspondances que l'on peut vivre entre la communauté arménienne et la communauté juive, c'est quelque chose qui vous a toujours interpellé? Moi, quand j'étais petit, mes potes, ils étaient feuges. J'étais dans un quartier bourgeois de Lyon, mais je me sentais plus d'affinité avec eux et je savais pas dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, on se définissait surtout pas d'après ses origines. Ça aussi, ça a changé maintenant. C'est vrai. Dans les années 80, tout a basculé. Mais moi, personne me disait jamais t'es arménien ou je disais jamais mes copains feuges. On se définissait pas d'après nos origines. Après, quand j'ai milité, j'étais gaucho parce que c'était les années 70 et que c'était génial et que les filles, elles sentaient bon le patchouli, elles avaient des petits foulards et que c'était génial et que franchement, elles étaient beaucoup plus sexy que les filles des scouts. Et mes potes militants les plus ardents pour la cause palestinienne, ils étaient feuges. Tous les gauchos, c'était quoi? C'était, alors sans parler de Cohn-Bendit, mais c'était Krivine, c'était Ben Saïd, c'était la Ligue communiste révolutionnaire. J'ai trouvé un pote il y a pas longtemps qui m'a dit on hésitait, on aurait pu faire notre comité central en yiddish, mais il y avait Ben Saïd, il y avait un il comprenait pas. Mais sinon, c'était quoi le trait d'union, cette espèce d'instinct de survie qu'ont les survivants? Le trait d'union, c'était justement le nationalisme, c'est la peste, c'est la guerre, c'est la merde. C'était au contraire, c'était la seule solution pour qu'on s'en sorte, c'est l'universalisme. De s'unir contre l'universalisme qui est aujourd'hui complètement. Ça me fait mal au cul de voir Zemmour tous les jours attaquer ça en disant que c'est de l'angélisme et c'est du bisounours et que c'est ça qui nous a conduit à la merde. C'était nos valeurs à nous. On y croyait, on était citoyens du monde. On jugeait pas quelqu'un d'après ses origines ni d'après ses ethnies. On avait des idéaux, et voilà, l'idéal. Vous vous sentiez minoritaire quand même, ou pas du tout? Minoritaire, ce côté, oui. Je me sentais pas comme les autres. Quand j'étais môme, ouais, tous mes copains, je vivais dans un quartier bourgeois de Lyon, tous mes copains, c'était des fils de Toubib et tout, et je voyais bien que chez eux, il y avait des photos des grands-parents. Chez moi, il n'y en avait pas. Pour cause. Et j'avais pas de racines dans ce pays, je le savais. C'est pour ça, peut-être, que j'étais attiré par mes potes feuges, parce qu'on était déracinés de tous les pays. Peut-être, unissez-vous. On n'avait pas le choix, nous, j'allais dire, dans nos options politiques. Quoique si Devedjian, lui, il était allé sur Occident, un mouvement. Oui, il avait un peu. Voilà, c'est ça. Il avait commencé comme ça, puis après, il s'en est bien sorti. Et il n'était ni arménien ni juif, Beethoven, la pastorale, le choix d'André Manoukian. Quel dommage.
La pastorale, la symphonie numéro 6 de Beethoven, le choix d'André Manoukian dans Les chansons de ma vie sur Radio J. André, vous êtes artiste, mais vous avez été aussi souvent découvreur d'artistes, jury dans une émission qui a révélé de nombreux talents, La Nouvelle Star sur M6 pour ne pas la citer. C'est facile pour vous d'endosser ce rôle-là, cette responsabilité-là? Ah oui, c'est parce que j'étais comme on demandait. Moi, je suis amoureux de la voix. J'ai découvert cet instrument assez pas tout de suite sur mon chemin de musicien. Quand j'ai découvert, j'ai dit c'est le plus bel instrument du monde. Et les anciens me donnent raison d'ailleurs, puisque les antiques, les Grecs disaient qu'il y avait 3 musiques: la musique des sphères, la musique mundana, la musique des mondes, la musique humana, c'est-à-dire celle qui sort des gens, donc la voix, et puis en dernier la musique instrumentalis. Alors moi j'ai commencé par la musique instrumentalis. En studio, j'ai rencontré par hasard une chanteuse alors que j'étais avec mon groupe de jazz pur et dur, et je lui ai demandé d'essayer, et c'était un miracle. Donc j'ai dit, ce jour-là, je me suis consacré à la voix. Donc quand Thomas Valentin, le patron d'M6, m'a dit, écoutez, on n'enferme pas les gens dans un château, on vous demande juste de juger des voix, vous aimez ça? Je dis, mais voilà, moi j'adore ça. Le talent des autres, ça vous saute tout de suite aux yeux? Oui, j'ai des érections capillaires ou des Des érections transpirations. capillaires, d'accord. Ouais. Ah bah c'est physique. C'est joliment dit. Ou des transpirations de la moustache quand c'est vraiment bien. Il vous est arrivé de vous planter parfois, de laisser passer un gamin ou deux, puis de vous dire après, ben oui, ça vous est arrivé? Ah, de laisser passer Oui. quelqu'un qui a du talent? Non, Oui. moi j'étais plutôt à tendance à... J'aurais loué un double-decker pour prendre tous les recalés, quoi. Non, il y avait toujours quelque chose qui... J'avais juste un truc, c'est peut-être la seule chose où je me plantais, parce qu'après j'essayais avec ceux qui étaient, voilà, pas pris ou quoi, qui avaient des voix que j'aimais. Je me disais, il y a une zone de progrès quand même. Et ben, je reviens un peu là-dessus. Je disais, il y a une zone de progrès parce que quand j'ai commencé, moi, perso avec Liane Folly, Justement. elle n'était pas... Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez entendu? Ah ouais, c'était dans un bal, puisqu'elle n'avait pas de cassette. À l'époque, elle me disait, je joue dans un groupe de bal. C'était à Nîmes, donc j'ai fait 500 bornes aller-retour pour aller l'écouter. Et dès qu'elle a commencé à chanter, j'ai dit, ah ouais, il y avait du volcan qui sortait de sa voix, quoi. C'était de la lave en fusion, c'était sublime. Elle avait un timbre de dingue. Mais par contre, on a mis 3 ans pour trouver son son. Donc c'est vraiment du boulot, c'est du taf. C'est parce que, du coup, le problème des gens comme Liane qui chantent dans les bals, c'est qu'ils savent tout chanter. Elle peut tout chanter. Ils ont une super voix, mais C'est après, ça. qu'est-ce qu'on fait, quoi? Après, il faut désapprendre, il faut se styliser, il faut aller dans Justement, une direction. et la robe sur mesure, vous l'avez conçue comment? En parlant avec elle, en la faisant beaucoup parler, en essayant des choses, dans des styles différents? Exactement, en essayant. Et par accident presque, parce qu'un jour je me suis planté, sa voix, au lieu de la mettre sur la tranche de la console qui était dédiée à sa voix, je la mets sur la tranche juste à côté qui était dédiée à la guitare, où il y avait un effet un peu chelou. Et tout d'un coup, elle s'est arrêtée de chanter. Et elle a commencé à chanter très doucement, comme ça. Elle jouait avec cet effet qu'elle avait. Et là, j'ai dit, mais c'est ça. C'était au fur et à mesure? Voilà, c'est ça. Elle a fait sa crooneuse, alors qu'elle voulait chanter, me prouver. Envoyer. Et tout d'un coup, c'est que, en fait, je l'ai fait déchanter pendant 8 ans, où on a été ensemble, ou 7 ans. Alors, l'artiste que vous avez choisi, il a été lui aussi un artiste, bien sûr, mais un vrai découvreur de talent. On le sait maintenant, ça commence à se savoir, c'est lui qui, avec Sylvie Vartan, a découvert Mai Brandt lors d'une tournée. D'accord. Je crois que c'était en Iran, à Téhéran. Puis ils l'ont revu ensuite à Chypre, puisque Mai Brandt tournait avec Kol Israel, qui était un orchestre où il y avait tous les talents israéliens. Et cet artiste, c'est Carlos. Et vous l'avez choisi. Et quelle chanson de Carlos! Quand j'étais minot, c'est le premier disque que je me suis acheté, parce que je pouvais pas écouter non plus la pastorale toute la journée. Oui. C'est voilà, par le grand Manitou. Alors, le vrai titre à la SACEM, je C'est vous quoi? le dis quand même, c'est Il y a des Indiens partout. Ah ouais, il y a des chanson signée, paroles et musique de Jim Lariaga, qui en a fait quelques-unes, mais pas piqué des hannetons, pas besoin d'éducation sexuelle pour Julie Bataille. Non, c'était dans la période Carrère, dans la période de la grande variété populaire qui nous fait encore chanter des années 70, Jim Lariaga a quand même amené beaucoup sa pierre à l'édifice. Et je vous imaginais pas, vous, André, en train de chanter... Mais j'ai 7 ans. D'accord.
Et je trouve. Et puis maintenant, je refais gaffe au titre. Il y a des Indiens partout, ça me plaît bien. Non, mais en plus, le titre était super bien écrit. Bah ouais. Si ça fait chanter autant de gens, ce n'est jamais un hasard. Vous expliquez comment que le genre qu'incarnait Carlos, les fantaisistes, il y en est quasiment plus aujourd'hui. Bah, ils ont été remplacés par les stand-uppers, quoi. Et là, il y en Oui, a. mais ils chantent pas les il y en a- stand-uppers. Il y en a l'appel, oui, mais je veux dire, c'est finalement ceux qui faisaient les clowns en chantant. Il y avait Salvador aussi, Annie Cordy et tout ça. C'est quand, je dirais, c'est quand vous êtes sur une scène et que en fait, c'est un besoin de séduire absolu, quoi. Et je crois que quand vous écoutez des stand-uppers qui parlent, enfin, je sais même plus comment on peut les appeler, on les appelle plus des comiques, mais ils vous disent la plus grande jouissance, c'est quand on fait rire les gens. Alors ça, on se sent presque le maître du monde, quoi. Mais le rire et la musique, il n'y en a plus. Le rire et la musique. Il y en a presque plus. Moi, j'en vois pas actuellement. J'en vois plus. Les Bourvil, il y a eu encore récemment, il y a eu quelques tentatives. Eduardo, par exemple. Je t'aime le lundi. C'était peut-être à son corps défendant, mais c'était un fantaisiste. Il n'y en a plus. Il y a eu, comment il s'appelle, T'es bonne, ou je sais pas quoi, ou ta mère sur Chat Roulette, merde, comment il s'appelle? Oui, oui. Tu vas prendre. Voilà, tu vas prendre, c'est magnifique. Ça c'était comme c'est un immense acteur avant toute chose. Ouais. C'est Max Boublil, voilà. Merci. Boublil, voilà, merci Max. Heureusement que tu es là pour renouveler un genre qui est peut-être en danger. Peut-être on peut faire un appel d'ailleurs à tous ces mômes qui sont en train de se dire et ma voix est où Fantaisiste. Regardez l'avenir. Camille Lelouch par exemple, qui chante sur l'album Gainsbourg. Dans la chanson, au début, elle a un tout petit peu de mal. Bon, nous, on n'est pas très sympa dans la Nouvelle Star avec elle, encore que. Et puis après, elle fait The Voice, et tout d'un coup, elle va trouver son truc en étant sur le net. Moi, je pense que c'est là que ça se passe aujourd'hui. Et il y a plein de mômes qui sont super drôles et tout. Et par contre, quand elle chante, elle a envie de chanter des trucs tragiques, quoi. Elle les chante très bien, d'ailleurs. Et super, avec une super voix, bien sûr. Carlos, vous l'avez rencontré, votre idole Non. Jamais. Si, j'ai fait une tournée à Tahiti. Il venait juste de se barrer. Et les gens, ils me disaient juste... Carlos, quand il partait en bateau, il prenait 20 litres de mazout et 40 litres de rosé. Ça me paraît des proportions... Sous le soleil tahitien, tu fais « Waouh !» Carlos, il y a des Indiens partout, par le Grand Manitou. André Manoukian, son choix dans les chansons de ma vie. Eh oui. C'est incroyable, hein, ce texte. Par le Grand Manitou, il y a des Indiens partout. Et vous connaissez encore les paroles par cœur, c'est ça qui m'étonne. Il y a des Indiens qui passent, quoi, ouais, je sais pas. Après, j'ai peut-être pas envie de fouiller complètement sur le sens qu'on pourrait donner à cette chanson aujourd'hui. Mais bon. André, allez, on continue notre très agréable promenade avec vous dans les chansons de votre vie sur Radio J. Et on va rester dans les années 70. Ça vous a marqué, hein, ces années 70? Bah ouais, c'est les chansons de quand on est môme. Alors, l'artiste phare de ces années 70, celui que vous avez choisi, c'est le chanteur des Aphrodite Child, Demis Roussos, Goodbye, My Love, Goodbye. Pourquoi lui? Parce que vous lui ressemblez un petit peu en plus mince? Parce qu'on est poilus tous les deux. C'est ça. En préparant cette émission, je me dis, mais c'est vrai que quand on voit Demis Roussos mince, il y a un petit côté André Manoukian. Donc voilà. Non, en fait, c'était le seul chanteur de variété que mon père aimait. Et quand on partait en vacances, il avait une cassette de lui et il nous passait cette chanson en boucle et on n'en pouvait plus. Donc c'est pour vous venger que vous nous l'avez choisi aujourd'hui. Ça me rappelle mon père et la 404 familiale, quoi. À la fin de sa vie, il a participé à la tournée H Tendre et Tête de Bois que j'avais le bonheur de présenter. Ouais. Et il y avait autour de cet artiste un certain parisianisme. Il avait plus la carte, quoi. On le jugeait un petit peu ringard. Il en souffrait, il le disait, il en parlait ouvertement. Alors que quand même, avec Vangelis, ils avaient fait quelques petits chefs-d'œuvre, quoi, dans les Aphrodite Child. Ça vous agace, ça, ce snobisme envers une certaine chanson populaire? C'est quelque chose qui peut vous agacer, vous mettre en colère? Ce qui est difficile, c'est le problème d'un tube, c'est les gens en radio disent tiens, cette chanson, on l'a burnée, genre on l'a tellement passée qu'on peut plus la passer, on l'a cramée. Donc donc déjà il y a cet inconvénient du tube,
peut-être ce qui peut expliquer aussi qu'il y a certains artistes qui n'en ont fait qu'une seule de chanson, qu'un seul tube. Oui, mais là, il y avait... Et il y en a plein. Surtout pour les artistes qui ont vraiment marqué la décennie 70, on a l'impression qu'il y a un côté presque un peu... c'était l'âge d'or du 45 tours, du manche-disque. C'est presque un peu honteux de les aimer, ceux-là. Non, je vais vous... Pour une certaine presse, hein. Mais non, mais regardez récemment, Clara Luciani, elle vient de chanter Dalida, il venait juste d'avoir 18 ans. Mais c'est Clara Luciani. Et tout le monde s'est mis à chialer. Bah oui, mais justement, elle reprend une chanson d'une chanteuse qu'on pourrait presque... Oui, mais Dalida, elle était déjà devenue culte. Elle a dépassé ça. Moi, je parle de la grosse variété populaire, celle que vous nous avez fait entendre avec Carlos, Goodbye My Love Goodbye, qu'on va écouter tout de suite. J'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a une certaine presse, encore une fois, parisianiste, qui juge ça un peu comme si ça sentait un peu le soufre, quoi. Alors, c'est de la chanson populaire, donc ça n'a pas besoin d'être décrypté, donc ça fait des tubes, donc ça vend des millions de disques. Donc ça agace. Mais non, ça n'a pas besoin des journalistes pour trouver son chemin, ça le trouve tout seul. Moi, je vois dans l'émission que je fais, La vie secrète des chansons, justement, à la fin, c'est le public qui choisit, c'est le public qui y va. Maintenant, si vous passez des disques d'une musique un peu plus compliquée, du jazz et tout ça, ça a besoin d'être décrypté. Ça a besoin de l'amour de connaisseurs qui ont envie de partager leur passion. Moi, c'est ce que j'adore faire aussi, d'une certaine manière. Mais il y a des choses où franchement, vous n'avez pas besoin de mode d'emploi avec la variété. Donc c'est pour ça que les journalistes ne peuvent pas être sur ce terrain-là. J'entends bien, ne pas avoir de mode d'emploi ne veut pas dire forcément le décrier. Vous voyez, il y a un petit côté... Alors après, je sais pas, on va parler de deux autres artistes parce que je l'ai moins connu, mais j'ai travaillé avec les deux. J'ai travaillé avec Aznavour et j'ai travaillé avec Beko. Oui. Avec Aznavour, en 98, j'ai fait Jazznavour, ce qui était génial. Du coup, comme j'avais bossé avec lui, Beko me voulait. Bien sûr. J'allais faire un album avec lui qui s'appelait Les gens de Lille. Oui. C'est son avant-dernier album, Inconnu au bataillon, c'est passé inaperçu. Qui n'a pas fonctionné du tout. Un peu comme les derniers albums d'Aznavour, ils n'ont pas vraiment marché. On allait voir Aznavour pour avec un air de nostalgie, malgré tout, le tout dernier avec un air de nostalgie, quand même, il a eu un vrai succès commercial aussi. Peut-être pas les millions qu'il vendait à l'époque, mais plus personne ne vendait des millions. Oui. Mais le tout dernier a encore marqué, c'est encore vendu. Bon. Beko, il y a une espèce de bashing à la fin de sa vie. Alors pourquoi, voilà, et pourquoi, voilà, c'est ça. Pourquoi les chansons d'Aznavour ont trouvé le public jeune, les rappeurs se sont mis à le sampler. Je pense que c'était lié à sa personnalité à lui. Parce que lui, il a traversé aussi cette période du désert dans les années 80 un petit peu. Et que lui s'est intéressé aux rappeurs. Et que lui, lorsqu'il recevait à son édition des demandes d'autorisation de prendre des samples, il répondait. Je l'ai vu le faire. Il appelait les rappeurs lui-même. Il ne faisait pas appeler par Gérard Davoust. Il prenait son téléphone, il appelait. Et Beko moins ? Beko, pas du tout. Je crois qu'il y a eu vraiment la personnalité. D'abord, Beko était très, très, très souffrant durant, et vous le savez, pour l'avoir accompagné. Les dernières années de sa vie, ça n'a pas été simple. Et puis, je pense qu'il n'y avait pas cette curiosité. Aznavour, il se mettait en face d'un jeune à table, il lui disait alors, quoi de neuf ? Alors que vous n'aviez qu'une seule envie, c'était de l'entendre parler de lui. Et lui, vraiment, pour le coup, il y avait une vraie curiosité, qui n'était pas feinte, une vraie curiosité. Le coup d'appeler des rappeurs qui lui demandaient des autorisations de sample, ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Donc je pense que c'est ça la différence. Pourtant, Beko était tellement plus drôle et plus généreux. Je me suis marré avec lui comme je me suis jamais tant marré. Il semble que le public ne l'ait pas perçu. Sauf que récemment, il y a une pub qui reprend sa musique. Je reviens te chercher. Et là, tout le monde reste ébahi. Les chansons sont magnifiques. Les chansons sont et les textes de Delanoë sont Je pense que peut-être chez Beko, ce qui pourrait agacer, c'est ce côté super engagé comme un rider s'engage dans la piste, c'est-à-dire un peu exalté, une manière de chanter comme ça. Alors qu'Aznavour, il a un peu plus du crooner, il marque une certaine distance. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis il s'est incarné dans ce rôle de patriarche à la fin, de père de la chanson française, de boss, qui était extrêmement bienveillant sur les plateaux de télévision. En tout cas, à la fin de sa vie. Moi, je vous parle de la période où je l'ai rencontré. Je reviens à votre émission, La vie secrète des chansons. C'était un choix délibéré de votre part, justement, de ne pas s'enfermer dans aucune chapelle, vraiment d'avoir dans cette émission tous les types de chansons, raconter les histoires de tous les types de chansons, sans faire
sans faire de chapelle, sans mettre de frontières? Alors au début, on a commencé on a commencé avec Aznavour, avec Juliette Gréco. Vous imaginez Oui. quand j'ai la grande Juliette qui s'assoit, c'était Autour du piano? autour du piano, qui capte la lumière avec ses yeux. Elle avait 90 ans, mais qui vous séduit pareil. Mais ça, c'était génial. Et qu'elle me raconte ça, voilà, comment elle est venue à la chanson, parce que Sartre la draguait, parce qu'elle sortait avec Merleau-Ponty. Là, vous vous dites, putain, on y est là. Bon, même après, si dans l'émission, il reste plus que 5 minutes, puisqu'elle était là pour parler justement de la javanaise et de sa rencontre avec Gainsbourg. Mais moi, je lui dis, Magique. parlez-moi de Jean-Paul quand même, Sartre, hein, pas belle. Oui. Mais bref. Et voilà. Et ça commence comme, du coup, je me régale. On a que des entretiens comme ça qui sont formidables. Puis un jour, ils me disent, tiens, on va faire, qu'est-ce que tu fais pour les vacances de David et Jonathan? Je dis quoi? Alors je dis non, là, les gars, vous allez un peu sur ma limite, parce que moi, ma première musique, c'est le jazz. Après, la chanson, je veux bien, mais Une certaine tenue? le snob Voilà. qui parle, à ce moment-là, vous allez me dire. Et puis je dis, mais quand même, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Et puis, Pascal Auria et Didier Barbelivien, oui, auteur-compositeur. c'est ça. Mais non, il y a Et il y a aussi David, bien sûr. David Marwan. Gattegno. Et de là, son nom. finalement, Gattegno, c'est le nom de sa mère. Je sais. C'est là qu'on arrive, c'est que ça a été le plus chouette entretien que j'ai fait. Et bon, moi, je sais pas dire non. Je dis, bon, bah, écoutez, on va voir. Et en fait, le gars, il me dit, mais moi, je voulais faire de la soul. Et il me montre, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Il s'assied au piano. C'est un super compositeur, David. Et il me montre, et ça sonnait Marvin Gaye. Et je dis, mince alors. Il me dit, voilà, moi, c'est ça que je veux faire. Après, donc, du coup, on me dit, il faut faire des paroles en français. Moi, je sais pas les faire, Et voilà ce qui se passe. Moi, je chante pas forcément. Donc, il y a un mec qui arrive. Et voilà ce que devient ce truc. Bon, ça fait le tube qu'on connaît. Une fois que c'est fini, l'aventure, bah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a envie de faire des chansons. Donc, il fait des chansons. Chaque fois qu'il y a des gens, tout Paris cherche des chansons. Il a bossé pour Céline Dion, il a bossé pour tout le monde. Ça, c'est après. C'est après? Avant, c'est tout de suite après, encore une fois, le succès de cette chanson. Oui. Et ces chansons sont acceptées, vachement jolies. Et quand on sait qui c'est, l'artiste refuse. Parce que c'est le mec qui a fait justement... Quelle bêtise. Mais voilà. D'où Et Gattegno. ça va durer 10 ans. 10 ans de galère où il est fait. Et il y a un gars qui va venir le chercher, c'est Pascal Obispo. Et qui le signe en Et qui édition. lui a dit, tu sais quoi, comment elle s'appelle ta mère? Bah, Gattegno. Voilà, tu vas t'appeler comme ça on oublie Parce l'histoire. que l'image de David et Jonathan était trop... Voilà. Voilà, c'est ça aussi, je dirais, la chanson et tout ça, quoi. Et là, après, il s'est mis à bosser pour Céline Dion, il s'est mis à bosser pour tout le monde, Pour tout le évidemment. monde. Parce que ça reste... Donc, du coup, je vous dis, moi qui ne sais pas dire non, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Pierre Barou, qui était génial aussi dans cette émission, qui a écrit À bicyclette. Que j'aimais profondément. Voilà, qui a découvert toute la bossa nova, qui a fait ce label Sarava, qui a signé Morane, qui a signé Jacques Higelin. Jacques Higelin, etc. Et d'ailleurs, À bicyclette, c'est marrant parce que cette chanson, voilà, c'est l'histoire d'un petit enfant juif. C'était lui qui était caché dans la campagne. Dans le pendant la bocage guerre. vendéen. bien sûr. Exactement. Et il n'y a rien. Mais quand on connaît cette histoire, que c'était son histoire à lui, qu'il avait ses copains, Paulette, tout ça, ça prend une autre allure. Et lui, il m'a dit, moi, je suis comme vous, je suis pire que vous. Non seulement je ne sais pas dire non, mais je me suis dit, je vais transformer ça en qualité. Et il me dit, cette qualité, je l'appelle le devoir de disponibilité. Et il dit, c'est grâce à ça que je me suis joli, construit. ça. Mais ouais. Un jour, il y a un pote qui lui dit, écoute, je pars faire un documentaire au Brésil. Toi, tu as une caméra 16 mm, tu peux me la prêter? Mais bien sûr. Mais il lui prête sa Et caméra. c'est parti. Et non, c'est pas parti. Parce que du coup, le pote, justement, tombe malade et il dit, je peux pas y aller. Bah, écoute, c'est ta caméra, tu peux pas y aller. L'autre, il fait, mais qu'est-ce que... Bon, il se retrouve au Brésil à tenir une caméra alors qu'il n'est pas forcément cinéaste. Et là, il va découvrir toute la bossa nova. Toutes ces rencontres dans sa vie, c'est genre, voilà. Un des meilleurs adaptateurs de bossa nova en France, Pierre Barou. Vous connaissez l'histoire de toutes les chansons, l'histoire de Goodbye My Love Goodbye. Alors c'est quoi l'histoire? Ah non, je la connais pas. Bon, on l'écoute quand même. Ouais, c'est mon père, ça. On l'écoute. C'est la 404. Goodbye My Love Goodbye, Demis Roussos, le choix d'André Manoukian dans les chansons de votre vie, André, sur Radio J. Bon, j'imagine que depuis maintenant 6 ans d'émission de La vie secrète des chansons, vous avez entendu beaucoup d'anecdotes concernant la création de ces chansons. Quelle est l'anecdote qui vous a le plus touché, le plus ému, la plus amusée? Bah c'est Aznavour quand il me raconte je suis un homme haut comme ils disent. Oui. Quand il faisait les cabarets de Paris, il partageait parfois les loges avec
avec comment on les appelle, des transformistes, quoi. Oui. Et donc, du coup, il les voyait et il s'est mis à incarner ce personnage. Et en fait, là où ça me touche, moi, c'est que du coup, lui voyait une chanson comme un film. C'est-à-dire, je raconte une histoire et je vais incarner un personnage. Mais ce personnage, ça n'est pas moi. Je me mets dans le rôle de quelqu'un. Et il l'a fait avec une telle classe. Il n'avait pas besoin de faire la folle. Juste un geste comme ça qui était incroyable. Cette silhouette, et c'était du stylisme pur. Et cet aspect... moi qui viens plutôt d'une génération où les auteurs-compositeurs se racontent, quoi. C'est l'auteur-compositeur-interprète, voilà, il parle de sa vie, il parle de ses hémorroïdes, il parle de ses chagrins d'amour. Et c'est voilà. Ça n'a pas terriblement bien marché jusqu'à justement, alors là, on va te donner un conseil aux jeunes qui nous écoutent. Une chanson sur les hémorroïdes. Voyons. Mais et du coup voilà, c'est une manière à l'ancienne qui vous a touché. Ouais, qui m'a touché. André, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes curieux du talent des autres et vous êtes vous-même créateur. Est-ce qu'il vous est arrivé de pâtir de cette multiplicité de casquettes? On est en France. En France, on aime bien que les gens soient dans une case et pas dans une autre. Le fait justement de faire de la télévision, le fait de chroniquer le talent des autres, le fait d'écrire pour les autres, le fait aussi de monter sur scène, le fait de produire des festivals, de produire des disques. Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez avec bonheur? Vous l'assumez, ça j'en suis persuadé. Est-ce qu'il vous est arrivé dans le regard des autres de voir comme une sorte de petit grief par rapport à ça? Non, parce que tout ça, de plus en plus, ça converge. La première fois que... Alors, moi, je viens du jazz. Oui. Mon premier amour, c'est ça, même si Demis Roussos et Carlos le disent pas forcément. Non, ça, je l'ai pas tout de suite vu. Là, je suis enfant, mais ça va venir après. On y arrive. Voilà. Du coup, tout d'un coup, quand je me retrouve... je me rappelle de Pierre Delanoë qui me disait on a de la chance parce que nous, finalement, on vit la vie des artistes et on est dans l'ombre. On n'a pas à subir les inconvénients de ça. Et moi, ça m'allait très bien. Voilà, ma première artiste qui se met à fonctionner, elle s'appelle Liane Folly, je vis avec elle, donc je vois bien, je vis le truc sans en avoir les inconvénients. Oui. Et tout d'un coup, quand je suis dans la lumière avec la nouvelle star, avant Liane, après Liane, j'ai fait du jazz. J'avais une chanteuse formidable qui s'appelait Malia. Je jouais dans tous les festivals, mais j'accompagnais les chanteuses. Pour moi, les chanteuses, c'était mon expression et surtout, c'était moi qui composais. Donc, je me sentais comme c'était génial. C'était moi qui étais un peu le démiurge de tout ça. Voilà. La chanteuse, c'était un peu mon interprète. Sans en subir les inconvénients. J'étais avec elle, j'étais dans l'ombre et ça m'allait très bien. Oui. Tout d'un coup, je passe à la lumière. Et là, je continue ma vie et je me dis, tiens, je vais faire un trio. Et je me vois là sur la scène du New Morning et au moment que je connais très bien, et au moment où je vais saluer, je me retourne et il y avait des filles dans l'assemblée alors que normalement les clubs de jazz, il y a des barbus, des lunettes, des étudiants et tout. Et là, je voyais que des meufs... Et là, vous dites là, merde, en fait, c'est le public de la télé. Et mon batteur, qui est un vrai sexopathe, me dit, c'est génial de jouer avec toi, il n'y a que des gonzesses, il n'y a que des gonzesses. Le mec, il a vu le bénéfice secondaire tout de suite. Et le cachet importait peu, du coup. Et il y avait même des gens au début qui disaient, il y a un piano sur scène, mais est-ce qu'il va jouer du piano? Mais il sait jouer vraiment du piano? Il savait même pas ce que je venais faire. Et puis petit à petit, voilà, ça c'est su. Avec en plus de ça, la vie secrète des chansons, tout le monde m'a vu avec un piano. Bien sûr. Maintenant, les gens, quand ils m'arrêtent dans la rue, ils me disent « Ah, c'est le pianiste !» Et bravo pour ce que vous faites. Donc, c'est plutôt cool. Après, voilà, les chroniques sur France Inter, où je vais chercher le moindre joueur de stérile afghan pour le mettre un petit peu en avant. Et j'ai la chance d'avoir un public qui écoute et qui suit. Les gens ont besoin de prescripteurs. Aujourd'hui, on est tellement noyé par la production. De découvreurs. Que, voilà, il y a besoin qu'on ait un petit mode d'emploi, ce qu'ils appellent des curateurs, c'est-à-dire des gens qui vous conseillent. Et je fais ce métier avec bonheur, parce qu'en plus de ça, ça rend service, parce que le jazz, c'est pas la musique la plus commerciale du monde, même si c'est la plus jouissive, et que par contre, il y a de plus en plus de monde dans les festivals, quoi. André, on va poursuivre donc cette petite conversation, et là on arrive, alors voilà, on aborde du lourd, ça y est, le jazz, on y est, un standard incontournable, 1956, puis 1958 pour la version que nous allons écouter, Peggy Lee, Fever.
Cette chanson, c'est quoi? C'est votre carte d'identité, c'est votre acte de naissance à la musique, c'est quoi? Alors d'abord, c'est la chanson la plus sexy du monde. Oui. Et ensuite, au niveau de l'arrangement, c'est un chef-d'œuvre de pureté absolue. Plus sexy du monde dans la version de Peggy Lee, hein. La première Oui. version, moins déjà. Ouais. Oui, mais moins. pas mal aussi, mais ouais. Mais cette chanson, c'est une imbrication. Pour moi, c'est comme la cinquième de Beethoven, c'est pom 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 pom. Il y a 2 notes. Oui. Avec 2 notes, il fait une cinquième. Là, sur Peggy Lee, il y a une contrebasse et un snap et sa voix. Sa voix. Et une grosse timbale et tout. Donc il y a trois instruments, on va dire. Et ça me fait penser à la phrase de Gilles Deleuze, son animal préféré, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Oui, c'est ça. J'allais y venir. Son animal préféré, c'était la tique. Alors, cet animal répugnant, il l'aimait pourquoi? Parce qu'il disait dans le milliard d'informations qu'il y a dans la nature, elle en choisit 3 pour faire son monde. La lumière pour aller au bout de la branche, l'odeur pour sentir la bête et se laisser tomber, et la chaleur pour sentir le sang et se nourrir. 3 informations dans un milliard. Et là, il dit, il y a tellement de gens qui n'ont pas de monde. Donc en fait, se faire un monde, et surtout aujourd'hui, où toute la musique de la planète est accessible en un quart d'heure, même qu'est-ce que je dis, en un clin d'œil, dans notre téléphone portable, comment vous faites? Donc l'idée, c'est que même moi, en tant que compositeur, on est bien obligé de se dire, bah voilà, je pense à la tique, mais tous les jours. Je vais prendre 3 couleurs. C'est comme si vous étiez peintre avec une palette où il y aurait des millions de couleurs. Vous en choisissez 3. Bah, c'est pas possible, on en choisit 3. Et avec ça, on fait son truc. C'est ça, Peggy Lee, pour moi. Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez entendu? Non. Non, mais pour moi, c'est un Graal, cette chanson. C'est-à-dire que c'est la chose la plus difficile à faire. Je me souviens qu'en tant que compositeur, après, quand j'ai bossé avec Liane, j'avais envie de tendre vers cette sobriété-là, vers cette épure. Vers cette épure et en même temps vers ce maximum vous savez, minimum de gestes et maximum d'effets, quoi. Vous expliquez comment que malgré de nombreuses tentatives de vulgarisation, le jazz soit encore considéré comme une musique pour happy few, une musique pour initiés? Parce que c'est une musique savante et que c'est compliqué. J'en sais quelque chose. Je le bosse tous les jours, mon piano. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer de relever un solo d'Alfredo Rodriguez, un pianiste cubain. Oui. Mais je me sens comme un débutant, quoi, à chaque fois. De temps en temps, je vais chercher chez Brad Meldo. Dans le jazz, c'est la musique à la fois la plus complexe qui soit. Et c'est pour ça que j'aime la voix, parce que la voix vous donne accès, d'une certaine manière. Oui. Peggy Lee, c'est la clé d'entrée. C'est du jazz, c'est crooner en anglais. Ça veut dire susurrer, chanter en susurrant, murmurant pratiquement. Donc déjà, on a une attitude, on a un mode d'emploi. Et puis on a les jazzman, on les appelait les cool cats, quoi. C'est-à-dire, putain, les gars qui étaient cool, quoi. Et d'ailleurs, c'est la haute société bostonienne qui va donner naissance à cette musique-là dans les années 50, sur les campus et tout ça. Et Miles Davis, il y a des jazzman qui vont être un peu sponsorisés et en même temps le public, le public blanc qui va venir, c'est plutôt des gens de la upper class. Alors que les clubs de jazz étaient tenus par la pègre et que c'était le ghetto et que les gars, on les payait en cocaïne ou en héroïne puisque c'était les trafiquants. Mais c'est ça le paradoxe. En fait, c'est vrai, c'est né dans le bas peuple et ça a toujours été. C'est né dans le bas peuple, vous rigolez, c'est né dans des descendants d'esclaves, c'est même plus le bas peuple, là. C'est des gens qui n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Et les premiers qui les ont produits, c'est qui? C'était les juifs rescapés des shtetl. Parce que quand les juifs ont fui les pogroms du tsar complètement con, là, qui aurait jamais dû être au pouvoir, ce crétin, mais son frère Nicolas, qui était un mec éclairé, et là, c'est mort de maladie, et le père du tsar lui-même dit, putain, c'est cet abruti. Et c'est le frangin débile qui prend et là, qu'est-ce qu'il fait, ce crétin, non seulement, alors que le frère allait abolir le servage et qu'il emmenait la Russie, enfin, sur des ambiances démocratiques, l'autre, il resserre tout, et comme ça marche pas pour lui, il déclenche les pogroms, quoi. Et donc, les juifs vont arriver aux États-Unis, ils arrivent où? Ils sont pauvres, bah, ils vont dans les ghettos. Et dans les ghettos, ils voient des blacks qui sont encore plus maltraités qu'eux. L'esclavage venait à peine d'être aboli, mais ils voyaient qu'ils souffraient encore plus et qu'ils étaient traités pas comme des êtres humains. Et ils leur signent des contrats. Eux comme... Tu seras plus clair que tu vas être jazzman.
Donc voilà, il y a cette solidarité-là. La musique américaine, racontez pas. André Manoukian sur Radio J. Je sais pas. C'est la vérité, c'est la vérité. La première université black, elle est sponsorisée par un fudge, mais qui se cache. Il dit pas son nom, il veut pas avoir des emmerdes avec le Ku Klux Klan. Parce qu'il y avait un vrai mouvement de solidarité. Nous, on a connu ça, on est libéré de ça, Oui. mais vous... Quand est-ce que vous allez vous en sortir? La preuve, c'est que c'est toujours pas fini, quoi. Mais comme vous le disiez, les clubs de jazz étaient tenus par la pègre. Ouais. Et il n'en demeure pas moins. Mais c'est pareil avec la bossa nova. La bossa nova, elle est pratiquée dans les faubourgs de Rio. Et ça a toujours été plutôt aimé en France par des CSP+. C'est marrant de voir que cette musique que l'on dit savante est née vraiment dans la rue et a toujours été aimée par des gens, entre guillemets, intello. Ça, c'est surprenant, je trouve. Parce qu'il y a quand même une vraie construction. C'est quand même, c'est pas évident Oui, de faire du, voilà, harmoniquement parlant, il faut y aller, il faut connaître ces 12 tonalités, ces 7 modes, ça fait 84 gammes qu'il faut se taper tous les jours. Quand vous avez des impros à faire sur Giant Steps de John Coltrane, où ça change de tonalité à 300 à chaque mesure, bon, ben voilà, il faut avoir un bagage. Après, c'est la blague. Tu sais ce que c'est la différence entre un guitariste de jazz et un guitariste de rock? Non. C'est que le guitariste de rock, il connaît 3 accords et il joue devant 3000 personnes. Le guitariste de jazz, il connaît 3000 accords et il joue devant 3 personnes. C'est ça la malédiction. Elle est très cruelle, celle-là. André, on continue cette promenade avec Serpentine Fire de Earth, Wind and Fire. On retourne dans les années 70. Ah oui, on m'a demandé 77. les musiques de quand je suis jeune. Donc voilà. Non, on vous a demandé vos musiques. Des chansons. Non, là, vous êtes en train de nous dire que vous êtes un éternel jeune homme, puisque vous êtes resté coincé sur les années 70. On vous a demandé, non, je m'inscris en faux, on vous a demandé quelles étaient les chansons qui vous ont marqué. 77, Earth, Wind and Fire, Serpentine Fire. Alors, il y a un critique américain, ça m'a beaucoup fait rire, qui est Phil Garland, qui dit c'est un pas à pas élevé garanti pour mettre en mouvement même l'âme la plus lente. Cette chanson. C'est-à-dire que ça donnerait des fourmis à un cul de jatte, quoi, en gros. Exactement, je pense que c'est la seule chanson sur laquelle j'ai dansé, moi qui suis plutôt cul de plomb, si, voilà. D'accord. Je danse, c'est pas possible, c'est pas, voilà. J'ai plein de copains zikos qui sont comme ça aussi, parce que nous, l'analyse la musique, ça passe par la tête, ou par les poils, mais bon. Et celle-là, elle est imparable, quoi. Et surtout, c'est quand même aussi une architecture extrêmement complexe. Oui. Où il y a du ternaire africain avec des kalimbas qui sont planqués derrière avec les guitares. Au niveau rythmique, c'est un cocottes, enfer. Où il y a une section de cuivre, mais qui est monstrueuse. Les gars, c'est des triples croches à l'unisson et tout. Il paraît qu'ils faisaient même tourner le magnéto au ralenti pour doubler ça. Enfin, bref. Je dirais que c'est la première grosse prod en termes de soul qui ne vieillit pas. On est juste avant Quincy Jones. C'est pas Quincy Jones, Non, c'est notre c'est juste équipe. avant. Mais je veux dire, voilà, c'est d'une certaine manière, pour moi, ça va préfigurer Michael Jackson. C'est la musique la plus redoutable du monde. Donc, comme c'est filmé, chez vous, vous allez pousser les meubles pour pouvoir danser. Et André, puisqu'il nous a dit que c'était la seule musique qu'il non, pouvait... non. Maintenant, André Manoukian, il va danser. C'est parti. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais. André, vous faites ce métier depuis maintenant bientôt 40 ans, mais toujours avec beaucoup de recul. Il me semble que vous avez toujours gardé du recul, de l'humour, de l'autodérision sur vous-même. Ça vient d'où, cette espèce de second degré, ce sourire sur les choses toujours? C'est ma condition, vous savez. Bergson, c'est mon côté arménien, quoi. Voilà, l'humour juif, on sait que c'est l'humour le plus drôle du monde. Et c'est Bergson qui en fait la meilleure définition. Il dit l'humour, finalement, c'est ce petit pas c'est ce recul, c'est cette distance qui transforme le tragique en comique. Quand vous avez des choses sur lesquelles vous pouvez pas faire grand-chose, il reste, voilà, autant en rire. Et c'est vrai que pour ça, l'humour juif est tellement génial, quoi. Et moi, c'est une attitude que j'ai parce que j'ai de la chance, parce que voilà, ça vient. Je crois que c'est l'élégance de mon rep. En ce moment, je suis en train de il nous a quittés il y a 3 ans, Oui. à 95 ans. Et là, j'ai tous ces bouquins, ces notes, ces bouquins, humanisme, etc. Et je vois ces notes et tout ça. Et j'ai sa bibliothèque qui m'entoure. Je suis pas prêt de les avoir finis, hein, les bouquins, j'en ai pour de plusieurs vies. Mais je veux dire, quand lui, petit, c'était... et j'en parle parce que je pense que, voilà,
Je pense que l'éducation, elle se fait par capillarité. C'est pas lui qui m'a dit il faut lire ça ou faut lire ça, quoique de temps en temps, mais je le voyais faire et c'est une sorte de mimétisme. Lui il s'est mis à la musique. Pourquoi? Parce que enfant, il écoutait les récits des atrocités, de massacres. Oui. De sa famille arménienne qui se réunissait. Il mettait longtemps avant de venir. Mes grands-parents sont arrivés en 1922. Et puis, mon grand-père, toute sa vie, ça a été... c'est lui, quand les gens arrivaient, les réfugiés arméniens, ils allaient dans une ville, ils demandaient où était l'église arménienne, ils allaient dans l'église, et à l'église, voilà, ils rentraient en contact avec des gens de la communauté. Ils se retrouvaient. Et là, on les aidait à s'installer, à leur trouver du boulot, etc. Et c'est mon grand-père qui s'occupait de ça, notamment à Lyon. Chaque fois qu'on arrivait quelque part, il bâtissait une église, et puis voilà, quoi. Et lui, en plus de ça, il était communiste. Donc, vous voyez le merdier un petit peu. C'est-à-dire qu'au sein de sa communauté, il était un peu considéré comme un paria. Minoritaire aussi. Minoritaire dans la minorité. Mais il croyait en Dieu quand même. Et bref, tout ça pour dire quoi? Que mon père a passé toute son enfance à écouter des horreurs, parce que c'était tout jeune. Ça faisait à peine 10 ans, et les gens racontaient dans le détail les atrocités qu'ils avaient vécues. C'est ça, comment les femmes enceintes se faisaient éventrer, comment les autres cons y jouaient au foot avec les fêtes. Enfin bon, je ne veux pas vous la faire, c'est la même de toute façon chaque fois. Donc, pour lui, c'était insupportable. Cyrulnik dit que quand un enfant voit une horreur, c'est moins grave que quand il l'entend raconter. Quand il la voit, il a le regard. Donc, d'une certaine manière, il peut faire le deuil, il peut faire la résilience, son travail. Mais quand on ne voit pas, on reste dans le fantasme. Dans l'imaginaire. Et ça ne s'arrête jamais, et c'est pire. Et donc, lui, pour fuir ça, il a fait quoi? On lui a offert son premier vélo, il avait 10 ans. De Lyon, il a été jusqu'à Grenoble. Donc, toute sa vie, il s'est barré. Après, ça a été la philosophie, comme pour se laver la tête, pour croire à nouveau en l'humanité, et la musique pour entendre autre chose que pour respirer. Exactement. Et moi, il m'a donné cet héritage-là, la montagne, la musique et la philo, et c'est cool. Quant à ma mère, elle m'a donné que de l'amour, des câlins, et c'est pour ça que je suis un peu affectueux avec les gens, et surtout avec les filles, et les garçons aussi. Quel est l'artiste pour laquelle ou pour lequel vous rêveriez de composer aujourd'hui? C'est quoi le prochain rêve artistique? Là, franchement, Mélodie Gardot, je suis comblé, quoi. Ouais. Et j'ai eu la chance de faire une des plus belles chansons qui soit. Et maintenant, je suis plus honnêtement sur mon piano, à continuer ce travail. Et d'ailleurs, je dis souvent qu'il y a une période où... Alors, le problème que j'ai avec les chanteuses, c'est que j'en tombais amoureux. Beaucoup, et je pensais qu'il y a comme ça qu'on pouvait faire. C'était mon modèle. Jusqu'au jour où j'ai un psy qui m'a dit, écoute, faut que t'arrêtes maintenant. Faut arrêter. Genre, tu t'es amoureux, t'écris, elle te largue, t'es malheureux, ça t'inspire, t'écris, t'en retrouves une autre. Vous avez fait combien d'albums comme ça? Oula, un paquet, ça a été mon moteur pendant une véritable jusqu'au jour où j'ai dit, discothèque. Allez, ça marche plus, on va se remettre au piano. Mais là, qu'est-ce que je fais maintenant? Et vous n'avez pas essayé d'écrire pour des mecs à ce moment-là? Non, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est la première fois que je regarde à nouveau mon piano, qui m'a pas quitté depuis que j'ai 6 ans, mais qui me servait plutôt à composer. Et là, c'est là que la musique arménienne est arrivée. C'est une réalisatrice qui m'a demandé de faire la musique de son documentaire. Et là, moi qui n'étais pas du tout communautariste, j'avais horreur de ça. Encore une fois, mon père a passé son enfance à fuir tout ça et tout, à se reconstruire sur d'autres valeurs. Tout d'un coup, j'ai découvert des bijoux. J'ai découvert une musique à cheval entre l'Orient et l'Occident. J'ai découvert un truc un peu comme Satie. Avec un moment comme par hasard où votre papa vient de vous quitter, il y a donc 3 ans. Ouais. Il y a quand même là aussi une espèce de synchronicité qui est étrange. Aussi, bien sûr. Mais surtout, je me dis, mais c'est des chefs-d'œuvre, ces trucs-là. Et surtout, ça se mélange au jazz. Et c'est là que je découvre la musique en Orient, avec ses mélismes, avec... Moi, j'avais un a priori contre l'Orient. Je supportais pas le sucre, trop de sucre, trop de tout. Ma mère qui hurlait tout d'un coup parce que j'étais sorti de la salle de bain et que je marchais pieds nus et que j'allais attraper la mort. Enfin, vous savez... Trop de baklawa, tue le baklawa. Mais une mère juive, je ne sais rien du tout à côté d'une mère arménienne. Oh, je pense... Attendez, attendez. Moi, je pense qu'il y a photo, quand même. Non, il n'y a pas photo. C'est pas possible.
Et donc, j'avais plutôt des a priori. Là, tout d'un coup, j'ai découvert quelque chose de sublime, surtout qui me permettait de reprendre le piano tout seul, de jouer des mélodies assez simples finalement, et de remettre mon jazz petit à petit doucement, comme j'avais fait avec Liane, c'est-à-dire prendre une chanson, la chanson, et lui mettre du jazz. Et là, c'est ce travail que je fais maintenant depuis une petite dizaine d'années, et ça me comble et je suis ravi. Et alors, de temps en temps, c'est pour ça que quand on m'offre des escapades avec des chanteuses sublimes, sur le répertoire de Gainsbourg, un autre immigré qui était un petit colporteur. Le jazz, c'est la musique la plus cosmopolite du monde. Oui. Il y avait une bulle du pape, là, le facho, là, qui, vous savez, d'avant la guerre, là, oui. qui, sur le jazz, il appelait ça Absurdia Symphonia. Le copain d'Adolphe. Ouais, c'est ça, le copain d'Adolphe. Genre musique de nègres, de dégénérés, de nègres, de juifs, de dégénérés. Et c'est tout ce qu'on aime, franchement. Sans déconner. André, mille merci d'avoir fait ce détour. Et juste un petit truc. Je sors un bouquin qui s'appelle Sur les routes de la musique. Il sort quand ? Il sort aujourd'hui. Enfin, bon, je sais pas quand est-ce qu'on sera diffusé. Mais attends, on va reprendre. Il sort quand en vrai ? Il sort là, ces jours-ci et tout. Il est sorti le 3 juin. Il sort demain. Donc voilà, c'est ça. André, alors en plus, il y a un nouveau livre ? Voilà. Moi, je pensais qu'il y avait que le disque hommage à Gainsbourg. Mais non, mais on s'ennuierait sinon. Et du coup, c'est un petit peu toutes mes marottes sur ma vision de la musique. C'est sur les routes de la musique, c'est ça ? Exactement, sur les routes de la musique. Et ce sera en chronique cet été sur une radio... concurrente et néanmoins amie. Exactement. France Inter, pour ne pas la citer. Voilà, c'est ça, tous les jours à 9h-5. Et c'est à la fois des expériences que j'ai faites et en même temps, il y a deux choses qui sont très importantes. C'était moi qui suis un amoureux du jazz, donc de l'improvisation. Eh bien, je me suis aperçu qu'en fait, tous les classiques savaient improviser. Et que c'est tout d'un coup, à la fin du 19e, il y a eu un moment funeste où on a cessé d'apprendre l'improvisation aux musiciens. Et ce faisant, on leur a enlevé la moitié de leur cerveau. Pour que le cerveau d'un musicien fonctionne complètement, parce que le classique ne mobilise que la zone de la lecture. Oui. Alors que la zone de l'improvisation, elle est sur le cortex frontal, et puis à côté, c'est la zone des mathématiques et de la représentation en 3D. Donc ce bouquin, c'est une réhabilitation de tous les classiques. Bach faisait des battles avec un organiste qui s'appelle Louis Marchand. Mozart faisait des battles avec Clementi, c'est-à-dire voilà, Booba et Caris, mais c'est des petits joueurs à côté de ces gars-là. Beethoven improvisait, mais 80% de ses concerts en piano solo. Et vous racontez tout ça dans le bouquin. Toute cette histoire-là. Je crois que ça y est, on a trouvé notre bouquin pour la plage cet été. Voilà. André, mille merci. À bientôt. Merci Frédéric. Qu'est-ce qu'on est bavards tous les deux, mais c'était cool. Hein. C'était top. Merci. Ciao.